question. Euh, Comment voyez-vous l'évolution du dollar en tant que monnaie mondiale? Ouais. Alors, bon, oui, j'ai vu cette première question. Bon, c'est évidemment compliqué parce que prévoir l'avenir, c'est très compliqué, dans la mesure où moi je suis économiste, votre mémoire est un mémoire d'économie, mais quand on parle de monnaie, la géopolitique, la politique joue un rôle absolument essentiel. Parce que bon, la monnaie, ce sont des institutions, c'est créé par l'homme, ça, les monnaies essentiellement traduisent des puissances nationales, même si l'euro traduit une puissance qui est supranationale. Et donc la dimension géopolitique est absolument essentielle. Et là, évidemment, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Alors, je vais quand même essayer de répondre. Il me semble qu'à court et moyen terme, le dollar n'a aucune raison de perdre de sa superbe. Il restera la monnaie de référence au niveau mondial. Et donc je pense que à ce niveau-là, ça ne va pas bouger beaucoup. Euh, à une échéance un peu plus longue, bon alors je vais essayer de prendre quelques risques, mais je dirais au-delà de 15 ans, il est sûr qu'il va avoir une forte montée du yuan. Aujourd'hui, le yuan n'est pas encore une monnaie convertible. Donc la Chine est indéniablement une puissance économique de premier plan. Donc en termes économiques, la Chine joue déjà un rôle essentiel. Elle est aussi une puissance politique et géopolitique. Elle n'a pas perdu la Seconde Guerre mondiale, contrairement à l'Allemagne ou au Japon, qui n'ont jamais voulu que leur monnaie joue un rôle important suite à ça. Et elle s'affirme de plus en plus, et elle s'affirme de plus en plus comme la seule puissance capable, je dirais, de concurrencer, de challenger les États-Unis. Ce que la Russie n'est pas capable de faire, les pays pétroliers non plus, et pour moi l'Europe non plus. Donc je ne vois pas du tout une montée en puissance de l'euro. Non pas que l'euro soit ou sera une mauvaise monnaie, au contraire, elle est très bonne, comme vous le dites par ailleurs, j'ai vu un peu vos questions. Effectivement, l'euro prend de la place, elle prend même beaucoup de place sur le marché obligataire, sur d'autres émissions, elle devient la monnaie de référence, mais ce qui freinera toujours l'euro, c'est sa dimension géopolitique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière l'euro un pouvoir politique capable de gérer une hégémonie ou une suprématie monétaire. Il n'y a pas de diplomatie de l'euro, il n'y a pas de géopolitique de l'euro. On partage un point de vue économique, mais au niveau politique, c'est trop différent. Donc, à terme, il va y avoir une montée du yuan. Il n'y a aucune autre monnaie capable de concurrencer le dollar, mais je ne le vois pas avant au moins une quinzaine d'années. Voilà. Non, je comprends tout à fait votre perspective, surtout avec l'euro qui était un peu notre enjeu essentiel. Je vais vous poser la deuxième question. Après là, ça va être encore une autre fois une projection dans le futur. Mais comment vous voyez le système monétaire international est-il un peu fragile aujourd'hui ou comment le voyez-vous? Oui, le SMI est fragile depuis Bretton Woods. Keynes, bon moi je suis un spécialiste de Keynes, Keynes avait dès le début montré la fragilité de Bretton Woods, c'est-à-dire que Bretton Woods était censé gérer un système monétaire international, voire mondial, disait Keynes, mais sans créer un échelon supplémentaire dans la hiérarchie monétaire. Bon, hein, dans un pays, les agents non financiers ne peuvent pas créer leur monnaie, c'est les banques qui créent la monnaie pour eux. Quand les banques s'échangent entre elles, elles ne peuvent pas payer avec leur propre monnaie, mais elles doivent utiliser la monnaie de la banque centrale. Et normalement, Keynes avait voulu que quand les banques centrales travaillent entre elles, elles ne puissent pas utiliser leur propre monnaie, mais qu'elles utilisent une véritable monnaie mondiale, qui est donc un échelon, vous voyez, au-dessus. Or, le plan Keynes à Bretton Woods a été refusé, et donc on a mis finalement comme monnaie mondiale le dollar, c'est-à-dire une monnaie nationale. Et donc ça pose un problème dans le SMI, puisque on a finalement une monnaie nationale qui joue le rôle de ce monnaie mondiale, et donc on n'a pas de système de création de monnaie mondiale qui soit cohérent, qui soit bien géré. C'est finalement le déficit commercial américain qui, faisant sortir des dollars des États-Unis, alimente le monde en dollars. Mais alimenter le monde à partir du déficit d'un pays, c'est pas excellent.
surtout avec effectivement des logiques un peu à la Trump, de repli sur soi, de volonté de récupérer sa balance commerciale à un niveau plus équilibré ou plus voire même excédentaire, qui est contradictoire avec effectivement un dollar jouant ce rôle de liquidité mondiale. Donc cette fragilité qui existait depuis Bretton Woods et qui au début avait été réglée parce que l'absence de dollars dans le monde avait été réglée par le plan Marshall, et donc les États-Unis avaient donné des dollars un peu à tous les pays non communistes, puis par le financement de guerre Corée-Vietnam, puis par un déficit commercial systématique, ça a entraîné finalement qu'on n'a pas manqué de dollars dans le monde. Jusqu'à un moment où, évidemment, on en a même eu trop. Et quand on en a eu trop, il y a eu la remise en cause du lien dollar-or, parce que l'or était censé quand même, au départ, avec la convertibilité dollar-or, entraîner une maîtrise de ça. Et quand le Bretton Woods s'est effondré en 71 et 73, il est clair que les États-Unis ont réaffirmé, c'est une question que vous mettez un peu plus loin, ils ont réaffirmé leur hégémonie encore plus forte, puisqu'en supprimant tout lien avec l'or, il n'y avait plus que le dollar. Mais le dollar reste une monnaie nationale, c'est une monnaie qui correspond à l'hégémonie américaine de Bretton Woods en 1945. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? Pour moi, oui, jusqu'à Trump. C'est-à-dire, c'était quoi les grands instruments de l'hégémonie américaine ? C'était nous jouons le gendarme du monde, nous sommes la puissance géopolitique qui sauve le monde. Ils l'ont montré au Koweït récemment quand il y a eu l'invasion par l'Irak. Ils l'ont montré même chez nous en Europe quand il y a eu les problèmes de l'explosion de la Yougoslavie et la guerre dans les Balkans. C'est plutôt les Américains qui ont réglé le problème plus que les Européens, etc., etc. Ils l'ont fait aussi en contrôlant dès Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ce sont des institutions qui ont été mises à Washington. Keynes voulait qu'elles soient à New York, ils ont refusé, ils ont mis vraiment à Washington, elles sont sous le contrôle des États-Unis, essentiellement le FMI, mais comme le FMI contrôle la Banque mondiale, c'est un peu pareil. Et puis, il y avait une autre institution à Bretton Woods essentielle, qui était l'Organisation mondiale du commerce qui devait être créée, qui n'a pas été créée à Bretton Woods. On a créé des accords, General Agreement on Tariff and Trade, le GATT, mais dans les années 90, avec la conférence de Marrakech, on a enfin créé l'OMC, et cet OMC visait une sorte de commerce mondial, de libre-échange mondial, qui était vraiment la politique américaine numéro 1. Or, Trump est en train de saboter tout ça, puisqu'il fait tout pour casser l'OMC, il ne nomme plus les juges à la tête de l'OMC, il refuse aujourd'hui, il est condamné d'ailleurs par la Chine à des différends au sein de l'OMC, et donc finalement, cette géopolitique américaine autour du libre-échange, autour du dollar, qui a été la politique depuis 1945 jusqu'à Trump, Trump est en train de modifier ça en voulant un isolationnisme, un retour finalement sur soi complètement contraire à ça. Donc ça, c'est complètement incohérent. Alors, deux manières de voir les choses. Soit l'effet Trump ne sera qu'un effet de 4 ans, une sorte de parenthèse, et on reviendra à ce qui était habituel avant, ce que beaucoup pensent, et ce que je pense aussi, c'est-à-dire les républicains qui sont quand même sa famille, sont absolument contre cette démarche isolationniste. Et dans ce cas-là, les États-Unis peuvent reprendre un peu de leur souveraineté assez rapidement. Mais il est clair que ça va marquer les esprits. Il a attaqué l'Union européenne en les traitant de nouvel ennemi. Et vous savez, les gens ont horreur du vide en relations internationales. Donc à chaque fois que les États-Unis se retirent de quelque part, quelqu'un prend la place. On l'a vu avec Poutine en Syrie ou avec les Turcs. On le voit aujourd'hui avec la Chine qui, de plus en plus, prend de l'importance. Et on voit avec l'Iran que l'Union européenne n'a pas envie de s'aligner sur la position américaine de Trump. Ils ont créé, vous avez peut-être vu ça dans la presse avant-hier, une plateforme de troc. Alors, ils sont obligés de passer par le troc. Parce que, évidemment, tout ce qui est monétaire est sous le contrôle des États-Unis. Donc, s'ils font des échanges monétaires avec l'Iran, les entreprises européennes seront condamnées et on ne peut pas se le permettre. Donc, les États-Unis restent la puissance de contrôle et de maîtrise des échanges internationaux encore aujourd'hui, mais tout le monde essaye de trouver des solutions. Alors l'Europe, on l'a vu avec l'Iran, mais celui qui a les moyens de contrer tout ça, c'est évidemment c'est vraiment la Chine. Parce que la Chine a des grosses réserves de dollars, c'était plus de 4 000 milliards de dollars. Ils en ont perdu pas mal maintenant avec la crise, ils sont descendus à 3 000, mais c'est encore énorme. Donc ils ont des réserves suffisantes pour pouvoir attaquer le dollar s'ils le veulent.
Et en gros, le discours de la Chine, c'est pas un discours anti-dollar, mais c'est un discours pro-FMI, c'est-à-dire de dire au FMI, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me dites, mais au FMI, vous savez que depuis 1967, ils ont créé les droits de tirage spéciaux, les DTS, ce panier de monnaie qui est au cœur aujourd'hui du FMI. Alors dans ce panier de monnaie, il y a 5 monnaies. La monnaie dominante de très loin, c'est le dollar. En deux, c'est l'euro, qui a une place importante, suivi de 3 monnaies, dont une nouvelle qui vient de rentrer, c'est le yen et la livre sterling, et la nouvelle monnaie qui vient de rentrer, c'est le yuan. Ils sont rentrés, je crois, en 2017 ou 2018. Et le yuan est censé monter jusqu'à 11%, c'est-à-dire rejoindre la livre sterling et le yen dans ce panier de monnaie. Et en gros, le discours de la Chine, c'est on veut jouer le DTS, c'est-à-dire un panier de monnaie. Et le panier de monnaie, même si le dollar reste numéro 1, il fragilise le dollar, puisque si les États-Unis étaient obligés de payer en DTS, on voit bien qu'ils seraient obligés de se procurer des euros, des yens, des yuan, etc. Et donc, ça fragiliserait un peu la domination américaine. Alors, à cela, les Américains répondent chiche, on veut bien que le yuan monte en puissance, mais il faut que votre monnaie soit convertible. C'est-à-dire, les Américains pensent qu'une convertibilité du yuan ferait monter le taux de change du yuan, réduisant la compétitivité commerciale de la Chine et résolvant un peu le problème de la déficit commercial. Donc, aujourd'hui, on en est là. Il y a un bras de fer un peu, mais pas trop violent, entre la Chine qui dit, bon, ok à la domination du dollar, mais partagée avec d'autres monnaies, l'euro, la livre, etc. Ok pour une ouverture au marché du yuan, mais progressif, et les Américains qui disent, bon, d'accord pour que le yuan entre, mais il faut que cette monnaie soit totalement convertible, qu'elle rentre dans le jeu des échanges monétaires. Et voilà un peu comment je vois l'avenir du FMI, c'est-à-dire une évolution qui laisse le dollar au cœur, mais avec une montée en puissance, notamment de la Chine et notamment du yuan. Et ça dépendra évidemment des autorités chinoises. Et il est très compliqué de parler en leur nom, parce que pour l'instant tout ça se fait relativement, je dirais, dans des compromis politiques ou géopolitiques qui sont pas trop violents. Les Chinois sont des gens qui ont de la patience et qui savent attendre. Trump les provoque d'une manière très violente, mais il n'est pas pris très au sérieux. À nouveau, c'est plutôt, bon, il est pris pour un peu quelqu'un un peu fou, etc., dont on pense qu'il ne va pas durer. Donc les Chinois vont pas déclencher un combat yuan-dollar avec Trump, ils vont attendre. Et évidemment, il est toujours difficile de voir ce que Trump va faire, notamment dans la fameuse guerre commerciale actuelle. Pour l'instant, ils ont un peu abaissé la pression, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Donc voilà moi comment je vois. Je pense que ça va se maintenir avec une montée progressive du yuan. L'euro va maintenir sa place, qui est la place de devise numéro 2, et il faudra du temps avant que le yuan rattrape. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'un coup de folie de Trump qui tendrait la pression entre ces deux puissances, et la Chine qui voudrait, qui dans ce cas-là déciderait d'un rapport de force en vendant massivement des dollars ou en refusant par exemple que les exportations de la Chine soient payées en dollars. Mais pour l'instant, on est très loin de là. Voilà, j'ai été clair, je ne sais pas si j'ai été clair. Non, oui, entièrement là-dessus. On a tout à fait compris quelle était la situation là-dessus. Une autre question, en fait, vous avez pas mal répondu à d'autres questions, ce qui est vraiment oui, bien. est-ce que le dollar est promis à un déclin annoncé par les spécialistes très lent, moi je dirais lent et progressif. Pour l'instant, les marchés financiers restent dominés par les marchés financiers américains. S'il y a une crise aux États-Unis, elle se propage dans le monde. Il y aura sans doute une crise bientôt en Chine, parce que la Chine est très fragile financièrement. Il ne faut pas non plus en faire. C'est une puissance économique forte, c'est une puissance commerciale forte, mais les banques chinoises sont toutes quasiment en illiquidité et en faillite possible. Les marchés financiers chinois sont totalement plus spéculatifs. Donc, il y aura certainement des crises financières et monétaires en Chine dans l'avenir, donc c'est pas non plus une puissance d'une solidité énorme. Je pense que ces crises en Chine ne se généraliseront pas au reste du monde, comme quand le Japon a été en crise, ça n'a absolument entraîné aucun impact. Donc on voit bien que pour l'instant, les États-Unis, surtout en termes monétaires financiers, restent le cœur, le dollar aussi, et donc moi je pense que le dollar va rester encore longtemps, pour une raison simple, c'est tant que les États-Unis sont la puissance encore géopolitique, notamment autour du pétrole, tant que le pétrole se paye en dollars, le dollar restera la monnaie numéro 1.
Et les deux pays qui voulaient aller contre le paiement du dollar en pétrole, c'est Saddam Hussein, il a disparu, ça lui a pas porté chance, et c'est l'Iran. Mais la conséquence pour l'Iran, c'est qu'il y a un embargo sur son pétrole. Donc aujourd'hui, les États-Unis font très attention à ce qu'aucun pays ne fasse payer son pétrole en une autre devise que le dollar. Voilà. Alors, la question suivante, question 5, est-ce que le dollar peut survivre à une nouvelle crise d'ampleur mondiale comme celle des subprimes en 2008, qui est en question 4 ça ne vous a pas échappé que, en gros, il y a eu une crise mondiale en 2008 qui a touché tous les marchés financiers, crise bancaire, crise des marchés financiers, crise immobilière, crise des compagnies d'assurance, etc., le nord, le sud, un peu tout. Mais il y a une chose qui n'a pas été en crise, la seule chose qui n'a pas été en crise, c'est l'échange. Il n'y a pas eu de crise de change. Donc il n'y a pas eu de crise du dollar en 2008. La valeur du dollar a même baissé, puisque l'euro était à 1,40 avant 2008, il est redescendu à 1. Donc le dollar n'a pas du tout été attaqué en 2008. Les États-Unis ont connu de gros problèmes, le monde a connu de problèmes, mais il n'y a pas eu de crise de change. Donc ça, c'était plutôt un point positif, alors qu'en 2000, il y avait eu des instabilités de change, mais surtout en 92 ou en 93 ou en 86, 85, les accords du Plaza, les accords du Louvre, il y avait des crises de change très importantes. Donc, une crise comme 2008 fragilise évidemment la puissance américaine, mais aujourd'hui la puissance américaine est repartie, les marchés financiers sont au-dessus de ce qu'ils étaient en 2008, la croissance américaine est en plein emploi, en plus Trump accélère avec du déficit public, donc les États-Unis sont même un peu en surchauffe. Donc moi je ne vois pas de lien entre le dollar et la crise des subprimes en 2008, c'est d'ailleurs le seul marché qui n'a pas été en crise. Voilà. Alors, je prends la question suivante, vous m'arrêtez, Oui, c'est clair? non, mais c'est très bien. Mais après, Donc, la question suivante sur la guerre commerciale, c'est ça? oui. Alors la question 5, c'est la bonne santé économique des États-Unis a-t-elle des répercussions sur le dollar en tant que monnaie mondiale? Oui, bien sûr. La monnaie est toujours la traduction d'une puissance, comme je vous l'ai dit, économique et géopolitique. Bon, alors géopolitique, c'est compliqué parce que, voilà, Trump, effectivement, a modifié un peu la donne, mais pour l'instant, les États-Unis restent, rien qu'en termes militaires, la première puissance. Mais d'un point de vue économique aussi, on ne peut pas avoir une monnaie mondiale ou même une monnaie nationale que les gens veulent, acceptent et tout, si on n'a pas une puissance économique derrière. La force de l'euro, c'est que ça d'ailleurs. La force de l'euro, c'est la puissance économique du marché américain et d'économies très puissantes. Il n'y a pas de puissance géopolitique derrière. Si vous voyez la monnaie du Brésil ou aujourd'hui celle de l'Argentine, eh bien, elles sont très attaquées et très faibles parce que ces pays ont des niveaux économiques fragiles, des puissances économiques très fragiles. Le seul pays qui peut avec ce raisonnement monté, c'est à nouveau la Chine, puisque le PIB de la Chine, même si par habitant on est très loin de l'Europe ou des États-Unis, on a aujourd'hui une puissance qui va être, ou qui est déjà plus ou moins la première puissance en termes économiques du monde. Donc, pour moi, évidemment, le lien entre économie et monnaie est fort, mais pour l'instant, les États-Unis restent une puissance économique très forte, très inégalitaire, mais très forte, et donc il n'y a pas de raison que le dollar soit attaqué. Alors, question 6, j'en ai déjà pas mal parlé. La guerre commerciale que Trump mène avec la Chine est-elle une bonne attitude pour contrecarrer le yuan et stabiliser le dollar? Non. La guerre commerciale fragilise. Alors, bien sûr, une réduction du déficit commercial réduirait l'accumulation en dollars de la Chine et sans doute affaiblirait le yuan, puisque les Chinois ont pour l'instant une capacité, en accumulant du dollar, de faire très mal aux États-Unis, avec, je vous dis, des réserves qui dépassent les 3 000 milliards. Mais la guerre commerciale, c'est quand même, de la part des États-Unis, une démarche isolationniste, ou en tout cas protectionniste, qui est totalement contraire avec un des éléments dont je vous ai parlé de la puissance américaine, qui était l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, le libre-échange, et une sorte de capitalisme avec un marché mondial à peu près déréglé. Donc c'est assez ambigu. En voulant donner de la puissance économique et commerciale aux États-Unis, d'un autre côté, Trump fragilise en mettant un peu une guerre avec la Chine, et donc en cassant ce qui était une partie du soft power de la puissance de négociation des États-Unis. Donc, au bout du compte, moi, je suis quand même assez critique. Une guerre commerciale, en plus, il faut bien savoir que
Trump n'a aucune idée très claire de ce qu'il veut. Il voudrait un retour à des entreprises comme dans les années 60-70, mais ça n'intéresse pas les entreprises américaines. Si vous prenez des entreprises comme Nike, elles achètent en Chine ou en Indonésie des chaussures à $3 qu'elles revendent $150. Ça ne les intéresse absolument pas que leurs chaussures coûtent $3,50 ou $2,50. Enfin, c'est marginal. Elles ne fabriquent pas de chaussures, elles les font fabriquer. Donc, la force de Nike, c'est l'innovation, c'est de donner la norme au niveau mondial, et c'est de vendre $150 des chaussures qui en coûtent 3. Donc, ça ne les intéresse pas du tout, une guerre commerciale avec la Chine. Et c'est pareil avec Apple. Apple vend très cher des téléphones, plus de 1 000 euros, qu'ils font fabriquer en Chine et qui coûtent que même pas 200 euros en Chine. Donc, ça ne les intéresse pas de rapatrier ça aux États-Unis, ça n'a aucun sens. La puissance d'Apple, c'est d'arriver à être en avance technologiquement et donc de vendre très cher des choses que personne d'autre ne fabrique. Donc, aucun de ces grands, je dirais, puissances économiques, et c'est pareil pour tous les GAFA, c'est pareil pour Internet, ces gens-là sont vent debout contre Trump parce que pour eux, c'est un combat des années 60 ou des années 70, mais certainement pas un combat des années 2010. Et donc, il prend le problème dans le mauvais sens. Donc il est clair que pour eux, ils sont très très critiques de cette politique et ça ne va pas améliorer vraiment la balance commerciale de Trump. Donc pour moi, là, je suis assez critique sur cette politique. Question suivante, pensez-vous que l'ère de Bretton Woods a été bénéfique pour le dollar? De toute façon, oui, Bretton Woods, ça a été le dollar au cœur du système. Hein. Le dollar, on disait as good as gold, hein, aussi bon que l'or. Et puis quand tout d'un coup les gens ont dit il n'est pas aussi bon que l'or, les Américains ont dit dans ce cas-là il n'y aura plus d'or, ce sera que le dollar. Donc il est clair que Bretton Woods c'est un système orchestré par les Américains autour du dollar pour le dollar. Hein, la fameuse phrase de le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème, qu'avait dit le président de la Federal Reserve aux Européens, on en est toujours là. Alors, question 8. Est-ce que l'hégémonie du dollar a-t-il un lien avec l'addition du soft power américain à partir des années 50? Oui, j'ai déjà répondu là-dessus. Bien sûr, hein, une monnaie, c'est une puissance économique derrière, bien sûr, mais le power est important, le way of life est important. On est encore à copier. Regardez Internet, qui gère et a géré cette technologie et l'a imposée au monde, c'est les Américains. Donc aujourd'hui, même s'ils ne fabriquent plus certains produits, que tout est fait en Chine, ceux qui gèrent les normes, ceux qui gèrent l'innovation, c'est toujours les Américains. On n'en est pas encore à dire... à acheter des produits chinois parce qu'ils seraient à la pointe ou à l'innovation totale. Alors ça peut changer, hein, on voit bien aujourd'hui avec UI le combat autour des énormes centres Internet G5, c'est les Chinois qui sont leaders là-dessus, et là il est clair qu'à terme ils peuvent prendre un contrôle et concurrencer les États-Unis. Mais pour l'instant on n'en est pas là. Donc le soft power, ça compte et ça fait partie de la monnaie. Alors, question 9. Est-ce que le dollar peut se retrouver en danger par rapport à l'euro qui ne cesse de croître? Je ne crois pas pour les raisons que j'ai déjà dit. Ce qui manque à l'euro, c'est une puissance politique derrière. C'est-à-dire, ce que disaient les Américains, l'Europe, quel numéro de téléphone? C'est-à-dire, qui parle au nom de l'Europe? Donc, qui parle au nom de l'euro? Au nom de l'euro, c'est la BCE qui parle au nom de l'euro, la Banque Centrale Européenne. Mais la Banque Centrale Européenne, c'est une institution indépendante du pouvoir politique et qui n'a pas la capacité à impulser une politique budgétaire, une politique fédérale. Enfin, c'est pas du tout ce que l'on peut avoir dans les autres pays comme les États-Unis où on a un trésor américain face à une banque centrale puissante. Donc, ce qui manque à l'euro, c'est justement cette dimension de la géopolitique. Donc l'euro continuera à croître un peu dans notamment le marché obligataire parce que c'est recherché. Les Chinois en plus ont tout intérêt à jouer la carte de l'euro pour fragiliser le dollar. Donc les Chinois aujourd'hui, dès que les Américains leur mettent trop de pression, qu'est-ce qu'ils font? Ils revendent du dollar pour acheter de l'euro, pour bien montrer qu'ils pourraient jouer la carte de l'euro. Mais c'est un jeu qu'ils font au début, qu'ils feront au début ou qu'ils font, mais vous voyez, les Chinois n'ont pas non plus envie de donner toutes les clés du monde à l'Europe. Et de toute façon, l'Europe n'a pas les moyens de le prendre. Donc, l'Europe n'a pas les moyens de jouer cette puissance. Regardez l'Allemagne, quand elle avait une monnaie très puissante comme le Deutschmark, elle s'est toujours refusée à ce que le Deutschmark soit une monnaie mondiale. Donc ça, je ne crois pas à une montée de l'euro contre le dollar, beaucoup plus du yuan par contre.
Ensuite, dernière question, est-ce que la dédollarisation symbolise pour vous la contestation de l'hégémonie de l'art américain? Alors déjà, il faudrait... qu'est-ce que vous entendez par dédollarisation? Donc on entend par le fait, par exemple, que la Russie ait obtenu pas mal de dollars et que c'est en tout cas une séparation pour nous, ce phénomène de dédollarisation, pour nous c'est quand même un phénomène qui vise à se détacher des États-Unis et de son influence. Donc Oui, alors, par exemple, si on prend Poutine, c'est très ambigu, parce que Poutine joue le rôle et joue absolument la puissance du dollar. Hein. Poutine a bien compris que, de temps en temps, il parle un peu du rouble, mais le rouble n'est pas une monnaie mondiale, ne le sera jamais. Le rouble ne peut pas jouer ce rôle pour plein de raisons, mais notamment par la puissance économique de la Russie qui est très faible, quoi, qui est à peine plus forte que celle des Pays-Bas, quoi. Donc, Poutine préfère jouer le dollar parce que l'ennemi de Poutine, c'est plutôt l'Europe et à terme la Chine. L'idée de Poutine, c'est encore une idée de la guerre froide, c'est-à-dire il y a deux puissances mondiales, c'est les États-Unis et c'est la Russie. Au niveau monétaire et capitaliste, les États-Unis sont devant, la Russie étant plutôt une puissance géopolitique, et donc la Russie a plutôt intérêt à jouer une sorte, vous voyez, de dualité russo-américaine autour du dollar. Ce qui permet pour la Russie de ne pas du tout jouer la carte de l'euro et donc de ne pas renforcer l'Europe, qui pour lui est casus belli parce qu'avec l'Ukraine, avec la Géorgie, il trouve que, et puis surtout les Pays-Bas, que l'Europe s'est beaucoup trop approchée de la Russie. Et donc ça, il veut absolument pas entendre parler de l'Europe et de l'euro. Il fait tout pour essayer que l'Europe explose. Donc on retrouve à chaque fois les Russes dans les mouvements séparatistes, dans les mouvements d'extrême droite nationalistes. Donc Poutine, lui, son rêve, c'est que l'Europe explose dans des nationalismes, voilà, des nationalismes populistes à la Brexit. Voilà, Brexit, ça c'est le rêve pour Poutine. Et puis Poutine se rend bien compte qu'à terme, la Chine sera un concurrent dangereux, notamment avec la Sibérie. Si les Chinois décident de rentrer en Sibérie, que voulez-vous que fasse Poutine à part leur balancer une bombe atomique sur la tête? Donc il n'a aucun intérêt à jouer le rôle du yuan. Donc Poutine, pour moi, est un allié absolument objectif du dollar. Hein, et les tergiversations qu'on peut avoir ou les combats qu'on peut avoir même autour de l'OTAN ne se portent absolument pas sur la question du dollar. Donc la dédollarisation, c'est plutôt le rôle du DTS dont je vous ai parlé tout à l'heure, les droits de tirage spéciaux. C'est clair que si la Chine de plus en plus dit, moi dans mes échanges, ce ne sera plus du dollar mais du DTS, donc majoritairement du dollar, mais pas que du dollar, là on aurait une dédollarisation. Mais on en est très loin. L'Arabie Saoudite n'est pas prêt à faire payer son pétrole en DTS. Hein. On en est très très loin. À nouveau, c'est les matières premières qui comptent, et aujourd'hui les matières premières sont échangées en dollars. Quand la France veut acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite, il lui faut des dollars, elle ne peut pas les payer en euros. Donc je pense que la dédollarisation, je vous ai dit, le dollar va être concurrencé à terme, oui, on est bien d'accord, mais ça va se faire progressivement. Et à nouveau, le seul, pour moi, le pays qui a évidemment la réponse et la clé, c'est la Chine. Et il est sûr qu'un jour, la Chine ira en conflit vis-à-vis des États-Unis. Donc je suis assez d'accord avec pas mal de vos questions. Il y a un moment, la Chine dira, mais attendez, le dollar, je vois pas pourquoi moi j'accepterais comme une monnaie mondiale, comme la référence, il n'y a aucune raison. Et ce jour-là, ça sera casus belli. Vous voyez, il y aura un rapport un peu de force. Et ça se joue. Mais la Chine ne le fera que quand ils seront sûrs de gagner. Voilà. très bien. Aujourd'hui, la Chine a encore un peu peur en termes de technologie. Ils ne sont pas encore au niveau des Occidentaux, donc ils attendent de rattraper leur retard technologique. Mais ça, ils ont déjà rattrapé beaucoup. Et puis, la Chine est en train d'essayer de s'assurer, notamment en Afrique et ailleurs, des terres, des matières premières, de quoi assurer sa croissance. Donc aujourd'hui, la Chine recherche une indépendance en termes de matières premières et une indépendance en termes de technologie. Tant qu'ils n'auront pas ça, ils n'iront pas agresser les États-Unis. Ils ont encore besoin des États-Unis. Alors, plus tellement en termes de lieux d'exportation pour tirer leur croissance, parce qu'ils savent bien qu'avec 1,4 milliard de Chinois, ils ont largement un potentiel de croissance et ils ont déjà commencé à arrêter
d'avoir un modèle tiré par les croissances, dont la croissance est tirée par les exportations vis-à-vis des États-Unis, de plus en plus la Chine vise un modèle auto-centré. Mais on voit bien que ce basculement de l'un à l'autre n'est pas simple. La croissance en Chine aujourd'hui se ralentit, il y a une crise économique en Chine assez forte aujourd'hui. Donc ce qui sauve un peu les Américains, c'est que les Chinois ne sont pas encore cette grande puissance à tout niveau que l'on croit. Au niveau financier, les Chinois sont très fragiles, le système bancaire chinois c'est une catastrophe, et la croissance économique est fragile, en termes de pollution c'est pas très bon, les salaires ont fortement monté en Chine, et donc ils ont commencé à avoir des problèmes de compétitivité avec certains autres pays. Donc pour l'instant, tout ça fait que la concurrence n'est pas mûre pour que la Chine dise aux États-Unis, eh bien on ne veut plus du dollar comme monnaie mondiale.